Alors, Alexandre Jardin, bonjour. Robert Branche, bonjour. On est absolument Bonjour. ravis de vous recevoir sur notre page M6 Info aujourd'hui. Donc, est-ce que vous pourriez... On va commencer par aborder la présidentielle, puisque c'est quand même l'actualité, votre déclaration de candidature le 3 décembre. Donc déjà, Robert Jardin, romancier... Robert Branche, Alexandre Jardin. Alexandre Jardin. Alexandre Jardin, donc romancier que tout le monde connaît, notamment par la littérature, mais peut-être un petit peu moins par le mouvement associatif Le Blanc Zèbre, on en reparlera plus tard. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a été le déclencheur pour se présenter à la présidentielle de 2017? C'est un énorme travail de terrain que je mène depuis des années et que j'ai intensifié depuis 3 ans, où depuis 3 ans, je suis tout le temps sur les routes pour essayer de trouver aux quatre coins du pays les gens géniaux, les citoyens qui fabriquent de vraies solutions pour remettre les gens au travail, pour réparer l'ensemble des fractures de notre pays. Des entrepreneurs, des associations, des gens de l'économie sociale et solidaire, beaucoup d'élus locaux qui prennent des initiatives absolument exceptionnelles. Et en fait, au bout de 3 ans, j'en suis arrivé à l'idée qu'on ne pouvait plus continuer à juste soutenir ces gens parce que notre appareil d'État, pour l'instant, au lieu de les soutenir, les empêche de monter. Et on se retrouve dans une situation que tout le monde voit bien, où l'essentiel, le gros de notre population, les gens qui nous écoutent, ne comptent plus. Vous pensez qu'il y a une colère dans la population contre l'État, contre quoi? Mais qui se manifeste soit par des révoltes, profession par profession, soit par, tout simplement, aux dernières élections, on a eu 25 millions, on a été 25 millions à ne pas compter. Il y a 25 millions de gens, 58% des Français en âge de voter, qui n'ont rien émis. Est-ce que ça marche? Et ne rien émettre, ça veut dire que si on ajoute tous ceux qui ont voté contre, il y a peut-être plein de gens là qui nous regardent, qui ont voté contre, ça veut dire que le lien entre notre vie politique et nous n'existe plus, on ne compte plus. Alors justement, il y a Sandra Gobi qui nous dit que bien sûr qu'on est en colère, c'est vrai que ça a l'air d'être un sentiment assez partagé, donc justement, n'hésitez pas, ceux qui nous suivent, à nous dire les raisons de votre colère et à réagir à la conversation, à donner des suggestions et à poser des questions à Alexandre Jardin et à Robert Branche qui font donc acte de candidature pour la présidentielle de 2017. Alors, cette colère, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on en fait quelque chose de positif? Est-ce qu'on déclenche une révolte positive, profondément bienveillante, portée par des gens bienveillants ou pas? Et c'est ce qu'on a lancé le 8 septembre en lançant le mouvement La Maison des Citoyens. On a proposé aux gens de se compter, de compter tous ceux qui ne comptaient plus, autour de valeurs très simples. La bienveillance, c'est capital. C'est-à-dire qu'on a le droit d'être profondément révolté par ce qu'on vit, par ce qu'on voit, par ce qu'on entend, en étant profondément altruiste et bienveillant. Donner du pouvoir à nos territoires, là où ça marche. Donner du pouvoir aux gens là qui nous écoutent. La démocratie citoyenne. Comment on va faire pour compter tous, profession par profession, dans nos quartiers, dans nos communes, au lieu de mettre un bulletin de vote et puis revenir dans 5 ans. La démocratie, c'est pendant les 5 ans, et non pas tous les 5 ans. Et puis donner du pouvoir aux gens qui font. C'est-à-dire tous ces gens que j'ai vus pendant 3 ans, et qui sont des professionnels du changement, de la réparation du pays. C'est-à-dire créer des très très grands programmes citoyens. Alors justement, il y a Angélique, je crois, qui a besoin d'exemples concrets. Il y en a plusieurs qui nous demandent, alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous avez des observations concrètes de ce que vous avez vu, de solutions qui marchent et qui donc marcheraient à grande échelle? On en a des centaines. Je vais prendre quelques exemples simples. On a 2,5 millions de gens qui sont interdits bancaires. Comment vous faites quand votre compte en banque ne marche pas? Vous ne pouvez pas vous inscrire dans une agence intérimaire. Vous ne pouvez pas avoir une puce dans votre téléphone. Parce que ce qu'on vous demande, c'est un relevé d'identité bancaire pour avoir une puce. Donc il faut que tous ces gens, ces millions de gens, aient un compte qui marche. Eh bien, il y a une solution qui s'appelle, par exemple, Compte Nickel. Vous allez sur le site Compte Nickel, vous cherchez l'adresse de votre buraliste le plus proche, vous arrivez, vous filez 20 €, en 5 minutes, on ne vous pose aucune question, et vous repartez avec un relevé d'identité bancaire, un compte qui marche et une carte de paiement.
Des solutions comme ça, on en a des centaines. Et ça, c'est une idée citoyenne à la base? C'est une entreprise, ça. C'est porté par une entreprise. Le MEDEF du Nord, par exemple, transforme les gens qui sont en CDD en CDI, en créant des groupements d'employeurs. Comme ça, les employeurs ne courent pas le risque d'employer quelqu'un, ils mutualisent ce risque, et les gens ont la garantie d'avoir un boulot stable. Vous avez un programme que j'ai construit depuis 17 ans. Vous avez 20% des enfants qui ne maîtrisent pas l'écrit à l'entrée au collège. Qu'est-ce qu'on fait? On attend la millième réforme de l'éducation nationale où on participe à Lire et faire lire. Lire et faire lire, c'est 19 000 bénévoles retraités qui vont dans les maternelles et primaires pour transmettre le plaisir de la lecture. Ils font leur boulot, ils font leur part de citoyen, faire sa part dans sa commune. Donc, dans notre programme, après, je vais passer la parole à Robert Branche parce que c'est un programme participatif. C'est-à-dire que vous allez pouvoir, à partir de début janvier, aller sur lescitoyens1.fr. D'abord, vous pouvez vous engager tout de suite. Faire sa part, c'est s'engager, verser 2 euros symboliquement, dire j'en suis, je veux que ça marche, je veux qu'il y ait une révolte positive, je veux que ça change, mais de manière très construite. Et cette construction, ça va être le programme de Robert Branche est l'architecte de ce programme. Je vais lui passer la parole. Il va vous expliquer quel chantier on va ouvrir ensemble pour que vous puissiez rendre notre programme collectif beaucoup plus puissant. Je vais juste d'abord faire remonter une remarque de Thierry qui fait cette remarque, qui vous a écouté sur la bienveillance et qui dit « Trop de bienveillance, c'est de la complaisance ». Qu'est-ce que vous en pensez de cette phrase? Trop, il a raison. Mais une juste bienveillance, c'est bien. C'est-à-dire... Vous pensez qu'on en manque? Je pense qu'on a oublié dans le débat public d'aborder les choses avec bienveillance. Je vais vous prendre un exemple. Les partis aujourd'hui n'appliquent pas la loi sur la parité homme-femme. Ils préfèrent payer des amendes avec de l'argent public. La bienveillance, c'est de ne pas se faire botter le cul. La bienveillance, c'est de trouver juste normal que l'offre politique soit portée par des femmes et des hommes. Vous voyez, ça nous paraît des minimums. En fait, la bienveillance, quand elle est très concrète, ça nous paraît un état d'esprit, une manière de ne pas entrer en conflit avec l'autre, mais d'être bienveillant. Et l'histoire de la parité homme-femme, c'est un minimum. Et il y a un autre exemple sur la bienveillance, c'est le rapport à la diversité. Si quand on demande à l'autre d'être assimilé, c'est être malveillant. C'est lui demander de devenir comme moi. Pour être bienveillant avec la diversité, c'est accepter l'autre dans sa différence. Par contre, ce qu'il faut lui demander, c'est que lui aussi m'accepte dans ma différence. Donc c'est là où ça cesse d'être une pensée naïve. La bienveillance, ça doit être réciproque. C'est ensemble. Et à ce moment-là, on peut construire ensemble en s'appuyant sur la diversité. Alors, revenons au programme, justement, que vous êtes en train d'élaborer. Donc, c'est une démarche citoyenne, c'est-à-dire que vous allez demander aux citoyens de formuler des propositions. Comment ça va fonctionner concrètement? Alors, très concrètement, on a sorti, il y a maintenant 4-5 jours, un programme cadre qui est en ligne sur le site de la page Facebook Les Citoyens, lescitoyens1.fr, et il va être en ligne sur le site également lescitoyens1.fr. Ce programme cadre va permettre de structurer le travail collectif. Alors, il est organisé de la façon suivante. Le premier point, c'est qu'on propose un changement de méthode. C'est-à-dire qu'il s'agit de sortir de la centralisation précédente, et ce changement de méthode est en 5 points. Le premier point, c'est de dire il faut maintenant repartir des professionnels. C'est essentiel. Il ne s'agit plus de partir de pensée théorique. Alors ça peut paraître une banalité, mais c'est vraiment pas le cas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a des hôpitaux qui sont construits sans les médecins, on a des règles sur les apprentis où on ne demande pas l'avis des boulangers, etc., etc. Et tout à l'heure, alors qu'on est à M6, oui, les gens qui s'occupaient de la rédaction expliquaient qu'ils subissaient des systèmes complètement verticaux. Donc premier point de méthode, partir des professionnels. Le deuxième point de méthode, c'est partir de ce qui marche. C'est-à-dire, plutôt que de partir de pensée théorique, verticale et imposée, partir de ce qui marche. Le troisième point de méthode, on ne sort pas brutalement et rapidement d'un système bâti en 4 siècles. Donc il s'agit de construire des processus qui vont faire évoluer les choses. Le quatrième point de méthode, c'est en fait des valeurs. Pourquoi des valeurs? C'est parce qu'en fait la société, ça n'existe pas en soi. Le premier rôle des politiques, c'est de construire un ciment pour cimenter un pays. Alors les valeurs qu'on propose,
Elles ont été énoncées juste avant par Alexandre et les propos qu'on a tenus. Les deux premières, c'est la bienveillance et la diversité. La troisième valeur, c'est de dire qu'il n'y a pas plusieurs sortes de Français. Qu'on soit Français depuis 1 heure, 1 siècle, 1 millénaire, qu'on soit, quel que soit son statut social, on est Français avec les mêmes droits et les mêmes devoirs. Donc une unicité d'être Français. Et la dernière valeur, excusez-moi, importante, c'est le ciment des Français, c'est pas qu'on est des Gaulois parmi nos ancêtres ou d'autres choses comme ça, c'est qu'on parle français. Et donc de remettre la langue et la culture au cœur du processus de ciment de la société. Et on va ouvrir des grands chantiers. C'est comment on fait pour donner du pouvoir au territoire. Ça, c'est énorme. Comment on fait pour qu'il y ait une participation citoyenne très concrète? Je vais prendre un exemple de proposition. Il faut à tout prix que le citoyen puisse se défendre quand une administration prend une décision complètement folle. Donc, à partir de combien de citoyens qui se comptent sur une pétition, on doit remettre en question, par exemple, la décision de Pôle emploi, qui a pris la décision qu'on ne pourrait plus s'inscrire que par Internet. Ce qui veut dire que tous les gens qui n'ont pas Internet, soit parce qu'ils parlent mal le français, enfin, qui ne savent pas l'utiliser, etc., tous ces gens-là qui ne peuvent pas s'inscrire. C'est une folie. C'est absolument immoral. Eh bien, typiquement, aujourd'hui, on en parle, là, et on ne peut rien faire. Mais là, il y a beaucoup de commentaires très positifs là-dessus. C'est vrai que l'administration est très critiquée. Il y a Violetta qui nous raconte son transfert de CAF de La Réunion à ici pour obtenir les aides sociales pour sa fille. C'est une catastrophe. Et personne ne peut Sandra rien. Qui croit plus à la justice. Nariman qui nous dit qu'il y a un vrai fossé entre les représentants et nous. Enfin, ça rejoint quand même beaucoup votre discours. Et il y a Marlène qui propose de faire une grève générale et de ne plus payer d'impôts du tout. Donc vous parlez, je crois, d'une menace de révolte justement qui existe. On a vu ce qui s'est passé en Amérique. Et les médias américains ne l'ont pas vu venir. À un moment donné, l'élection de Trump. À un moment, cette pulsion de révolte contre un système qui ne nous convient plus, un système vertical, où ça part dans les extrêmes, avec malveillance, où les citoyens portent ça. Et c'est vraiment ça ce qu'on est en train d'organiser, de manière très méthodique, avec une vraie méthodologie, parce qu'il faut que ce soit puissamment organisé. Mais c'est ça que l'on va porter. Ça suffit. Je veux dire, ça suffit, le système vertical. Ça suffit que l'on décide à notre place d'absolument tout. Ça suffit que nos territoires soient vivants, que les gens se battent dans les communes et que le système vertical entrave. Et pour compléter la réponse, c'est-à-dire que le fait de redonner du pouvoir au territoire et de s'appuyer sur ce qui marche, c'est pas pour supprimer l'État, c'est pour ramener l'État en capacité de s'occuper des vrais sujets, comme les personnes venaient de l'indiquer. On veut un État qui ne s'occupe plus de ce qui se passe dans les territoires, mais qui, du coup, réfléchisse comment tous ensemble on peut cesser de dépenser plus qu'on ne gagne. Quels sont les minimums à respecter de partout en France ? Savoir lire et écrire, peut-être avoir une maternité toujours à 30 minutes de là où on habite, ou peut-être avoir un jugement qui est toujours rendu en 18 mois. C'est aussi reconstruire un aménagement du territoire. Le territoire, ça ne s'auto-aménage pas. Aujourd'hui, on a un port comme le port de Fos qui n'est même pas connecté par autoroute. Il n'y a qu'en France qu'il y a des histoires comme ça. On a des TGV qui traversent des campagnes sans s'y arrêter. Je veux dire, il faut sortir de ces bonnes habitudes. Il faut aussi reconstruire un contrat social. Le monde est en train de changer. Le monde est mondialisé. Le tsunami numérique est en train d'arriver. Nous devons reconstruire un contrat social et le reconstruire autour de débats qu'on va avoir dans le cadre de ce programme. Veut-on un revenu universel? Oui, comment? Veut-on un contrat de travail à droit croissant? Veut-on que chacun puisse partir à la retraite quand il veut, avec des retraites par points, au lieu de sortir de systèmes infantilisés où on dit je dois partir à 62 ans, 65 ans ou 68 ans? Pourquoi pas? On décide à votre place. Que chacun soit en situation de décider quand il veut partir à la retraite en fonction du revenu qu'il aura à ce moment-là. Il faut changer de paradigme et tout. Donc c'est tout ça qu'on va proposer, qui est actuellement déjà dans le programme cadre et qui va être mis en débat dans les 2-3 mois qui viennent, de façon à arriver à un programme plus détaillé. Voilà, et donc où tout le monde est invité à participer sur la page Facebook, les citoyens. Alors on va ouvrir un site selon la technologie. Chacun, je pense, de gens qui écoutent connaissent Wikipédia.
Donc en fait, c'est la technologie Wikipédia qu'on va utiliser. De la même façon que Wikipédia, c'est une encyclopédie qui a été construite par tous les citoyens. Donc ce programme va être construit grâce à cette technologie qui est gratuite, qui est en open source, va servir de base pour construire le programme. Tous les renseignements sont sur la page Les Citoyens ou lescitoyens1.fr, le site, mais sur Facebook, Les Citoyens ou la Maison des Citoyens, on en parle aussi. D'accord. Alors, c'est un constat quand même un petit peu... Bon, il y a un long chemin à parcourir. Le constat est un peu négatif quand même sur la façon dont ça fonctionne. Après, pas tant que ça, parce qu'on a les ressources. Voilà, exactement. C'est de ça dont le pays est génial. Voilà, vous avez donc parcouru le pays pendant 3 ans. Ouais. Vous avez rencontré donc ce que vous appelez les faiseux, des personnes qui ont des initiatives, qui ont trouvé leur solution tout seuls dans leur coin et qui marchent. Et il y en a partout. Voilà, alors est-ce que vous pouvez nous en citer, un autre exemple, pas votre préféré, mais celui qui vous a peut-être le plus surpris il y a de la créativité absolument partout. Un gendarme inattendu. Un gendarme avec une école. Dans le département du Gard, il y a un major de gendarmerie qui a mis en place un système avec des femmes principales de collèges extrêmement difficiles, où il y avait des incivilités terribles. Sur plusieurs années, un système de rappel à la loi systématique dans les quelques jours qui suivent un acte d'incivilité. Sur 4 ans, 80% des jeunes qui sont passés devant ce rappel à la loi n'ont pas été revus par les services de la gendarmerie. 80%. C'est-à-dire que les collèges ont été pacifiés. C'est une initiative locale d'un gendarme. Tout est modélisé, tout est intelligent. Vous avez l'armée de terre, par exemple, qui, dans les dom-toms, pilote un système qui s'appelle le service militaire adapté, le SMA. Plusieurs milliers de jeunes chaque année passent dedans, 80% ont un contrat de travail à la sortie, 80%. Et donc 40% de jeunes ne savaient pas bien lire et écrire à l'entrée. Tous savent lire et écrire en sortant. Le SMA, c'est un modèle qui est né, piloté par l'armée dans les dom-toms. Donc là, j'ai pris des exemples de la fonction publique, mais vous en avez absolument partout. Allez voir, par exemple, le programme Ciel Bleu, SIEL, Ciel Bleu, SIEL Bleu. C'est un système qui utilise la gymnastique ciblée pour réduire les dépenses de la sécurité sociale. Ils ont, par exemple, un programme pour réduire de 90% les chutes dans les maisons de retraite. Ça coûte les yeux de la tête à la nation. Les gens se font horriblement mal, souvent meurent après des complications. C'est juste magnifique. Ciel Bleu est un opérateur de premier plan. Ils sont alsaciens, ceux-là. En fait, ça vient de tous les territoires. Ça vient du nord, d'Alsace. Il y a un programme génial, extraordinaire, qui est né en Aquitaine, qui est une couveuse qui accompagne les projets pour créer des tiers-lieux, des espaces de coworking. En Aquitaine, c'est mieux foutu que dans l'ensemble des autres régions, parce qu'ils font mûrir leurs projets, donc ça crée plus d'emplois stables. Pourquoi ne pas étendre le modèle aquitain à l'ensemble de nos régions françaises? En fait, on est en train de parier, de faire un pari politique sur l'intelligence collective. Les gens là qui nous écoutent sont intelligents. Tout le monde est intelligent en France. Et surtout, les gens qui nous écoutent voient ce que je ne vois pas. Parce qu'ils habitent quelque part. Ils habitent dans une commune. Ils voient parce qu'ils sont agriculteurs, parce qu'ils sont infirmières. Ils voient des choses qu'à Paris, on ne voit pas. Et donc, cette pensée parisienne, ça suffit. Les Parisiens, les citoyens, c'est l'inverse de la pensée parigote. C'est un programme de ce point de vue-là qui est fondamentalement différent. On ne va pas venir en disant on a les réponses à vos questions. On va vous apporter les méthodes pour que vous puissiez mettre en œuvre les réponses que vous avez à vos propres questions. Moi, je me rappelle mes premières réunions politiques que j'ai eues il y a ça 3 ans. Il se trouve que c'était à Carpentras. J'ai eu quelqu'un qui m'a dit, j'étais étiqueté le Parisien spécialiste qui arrive, qui dit qu'est-ce que vous pensez qu'il faut faire à Carpentras? Je l'ai regardé, j'ai écouté, vous habitez Carpentras, à mon avis, vous devez être mieux placé que moi pour répondre à la question. Par contre, moi, mon rôle, c'est pas de répondre à votre question, c'est de vous donner les moyens de pouvoir répondre à votre question, parce qu'actuellement, le système éducatif français est tellement centralisé que vous ne pouvez pas construire localement la réponse à votre question. Alors, on a Nicolas Lhomme qui a l'air de trouver que la réponse, c'est le Front National, justement, à cette colère dont vous parlez. Donc, qu'est-ce que vous avez à dire sur le Front National ? Eh bien, je comprends parfaitement qu'une partie des gens en révolte n'ait pas su jusqu'à présent quoi faire d'autre. Et donc, les extrêmes ont aspiré ces révoltes. La révolte
que nous portons avec les citoyens, c'est une révolte qui est inclusive. C'est-à-dire que nous sommes pour l'inclusion de tous, pour les valeurs de la République, pour la grandeur en fait des valeurs de notre pays. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi vous pensez... Mais je comprends très bien que quelqu'un soit absolument à bout. Récemment, j'ai une conversation avec un restaurateur qui a eu des démêlés à n'en plus finir avec le RSI. Il a dû mettre la clé sous la porte parce qu'il y a eu une erreur du RSI. Ça l'a foutu. L'œuvre d'une vie s'est effondrée sur une erreur administrative. Que cet homme soit à bout de colère contre le système me paraît légitime. Mais restons français. C'est-à-dire, restons fiers de nos valeurs. Et dans nos valeurs, il y a fraternité. Fraternité. C'est notre grandeur. L'inclusion de tous. Pardon. Et je voulais rajouter 2 éléments de différence positive. C'est un point de vue fondamentalement différent par rapport au Front National. Nous sommes convaincus que la force vient de la diversité. Et toutes les études le montrent. Je pourrais, par exemple, je conseille à ceux qui en doutent de regarder les études que quelqu'un qui s'appelle Thomas Sillet, qui est le spécialiste des abeilles, a fait sur les ruches des abeilles. Il a démontré que les seules ruches qui survivaient plus d'1 mois étaient celles où la reine était inséminée par au moins 5 à 10 adultes. Que quand il était avec un seul adulte, la ruche mourait en un mois. Ce qui est vrai pour les abeilles a toutes les chances d'être vrai pour tout le monde. Donc la diversité, c'est la vie. Alors c'est vrai que la diversité, on peut penser que c'est un problème, mais c'est un élément de vie. C'est une conviction que l'on a, que trier entre les Français, c'est non seulement malsain, mais c'est stupide. La France sera forte de cette diversité. La deuxième différence, c'est l'approche de la mondialisation. Imaginez qu'on peut reconstruire une sorte de ligne Maginot. Je veux dire, finalement, Marine Le Pen, elle est la Maginot de l'époque. On a vu ce que ça avait donné au moment de la guerre. La ligne Maginot, on la contourne. Enfin, quelle est cette pensée ? Il n'y a que dans Astérix et Obélix que le village gaulois peut réussir avec une palissade tout autour. Mais malheureusement, nous, on n'a pas de potion magique. Donc, cette vision de dire que la France peut réussir en se découplant des autres pays est une absurdité. Alors après, il ne faut pas être naïf dans la mondialisation. Donc il y a à repenser la relation à ça. Mais c'est 2 points fondamentalement différents par rapport à toutes les idées du Front National. Dire que la diversité et la mondialisation doivent être les points d'appui d'une politique. Et puis il y a une énorme différence, c'est que le Front National est un parti centralisateur, comme tous les partis. Et cette pensée centralisatrice, elle ne marche pas. Tout simplement, elle ne fonctionne pas. Donc on est convaincu qu'il faut au contraire redonner du pouvoir aux citoyens. Je vais prendre un exemple de patriotisme économique. Aujourd'hui, nous tous, là, lorsqu'on va consommer un produit, et ça fait partie de notre programme cadre, pour l'instant, quand vous achetez une bagnole, vous achetez une voiture, vous ignorez complètement où elle est construite. Quel est le pourcentage de valeur ajoutée produite en France ? Quel impact ça a sur le travail des gens en France? C'est vrai que souvent l'étiquette Made in France, etc. Alors elle est fictive, voilà, cette étiquette, parce que il suffit de rajouter 3 boutons. Et cette chemise, alors il se trouve qu'elle n'est même pas Made in France, j'ai honte, mais je l'ai achetée sur place à l'étranger. Mais il suffit de rajouter 3 boutons et elle devient Made in France. Donc on n'a pas d'éléments d'information sur la valeur ajoutée. On propose quelque chose d'extrêmement simple qui va faire partie des débats à l'intérieur du programme cadre en janvier. On propose un système d'étiquetage pour que nous soyons informés de 2 choses. L'impact sur l'emploi. Aujourd'hui, quand vous achetez une Renault, très souvent, elle est faite à bas coût en Europe centrale. Quand vous achetez une Yaris, elle est faite avec par des ouvriers en France. Vous ne le savez pas. Donc, un étiquetage qui vous dit quel est le pourcentage de valeur ajoutée produit réellement en France. L'impact sur l'emploi. Ensuite, l'impact sur l'environnement. Vous avez le droit de savoir. Et puis ensuite, on vous fait confiance. Nous sommes un peuple d'adultes. Nous sommes responsables de nos actes, à condition que la puissance publique, que l'État fasse ce travail d'information pour qu'on soit des consommateurs, véritablement acteurs. L'autre jour, j'ai balancé une brique de lait sur un plateau d'une émission politique. Qu'est-ce que disait cette brique de lait? C'est un mouvement de consommateurs ils ont décidé sur Internet les caractéristiques de cette brique de lait, et notamment de payer un petit peu plus, 5 centimes, pour que des exploitants dans l'Ain puissent vivre décemment de leur travail. Les citoyens ont décidé d'acheter cette brique de lait, la marque du consommateur. Aujourd'hui, ils en ont vendu 3 millions. Ils vont pouvoir passer de, je ne sais plus combien, 80 familles à beaucoup, beaucoup plus.
parce que les gens ont agi. Ils ont été acteurs. Mais vous voyez, il faut des outils. Si la marque n'existait pas, pas d'outils. Donc la puissance publique proposera des outils type étiquetage. Alors, bien sûr, l'étiquetage, ça ne va pas être un pourcentage précis. Ça va être un code. L'idée, c'est un code couleur très simple, Oui. du genre vert entre 90 et 100%, 3-4 couleurs. C'est de donner un ordre de grandeur. Et puis on en débat. Et le pari va être assez simple. C'est-à-dire que d'une part, comme l'indiquait Alexandre, chacun de nous va être libre. Et il y a quand même une grande partie des Français qui sont prêts à dépenser peut-être un peu plus si l'objet est fabriqué en France. Si ça a du sens. Et à ce moment-là, l'industriel, il va changer son comportement aussi. Ah oui. Parce que l'industriel face à une nation qui deviendra acteur, je pense, fera des choix de localisation de ses usines différemment s'il voit que le critère du lieu de fabrication est pris en compte par les Français. Alors, il y a une question d'Angélique qui voudrait savoir ce que vous comptez faire pour la question scolaire. Est-ce qu'il y a un grand axe Oui, au niveau de... tout à fait, tout à fait. Tout d'abord, dans ce qu'on appelle les programmes citoyens, on va mutualiser au niveau national toute cette énorme créativité de nos mouvements d'éducation populaire, de ce foisonnement, en fait, et qui, pour l'instant, est souvent trop peu puissant. Donc, on va créer des grands programmes citoyens qui seront mis à disposition des territoires. Ça ne sera pas du tout obligatoire. Si les territoires... Ensuite, on est pour une décentralisation complète. Ça ne veut pas dire que les minimums nationaux, évidemment, vont être absolument garantis. Mais on est également... Robert Branche parlait de processus. Décentraliser, ça ne veut pas dire, en 3 coups de cuillère à peau, imposer à nouveau une décentralisation. Ça veut dire lancer un processus pour que les enseignants soient les acteurs de cette décentralisation. Ça fait des années qu'ils n'en peuvent plus de la millième réforme qui arrive d'en haut. Donc, dans notre programme final, il y aura des choses qui seront proposées pour enclencher des processus et on revendiquera la mise en place de processus plus lents. La décentralisation du système, ça fera partie évidemment de processus plus lents. On ne fait pas bouger comme ça 1 million de gens. Et puis, ce serait contraire à nos valeurs. On veut que les enseignants soient véritablement acteurs et qu'ils se réapproprient. On veut un acte historique de confiance. Je veux dire, les profs ne sont pas là pour faire échouer les enfants. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne va pas faire la N+1e réforme des collèges. Non. Et ce que je trouve assez fascinant dans le débat sur la réforme des collèges qu'avait proposé le ministre Mme Belkacem, c'est que le débat a porté sur est-ce que c'est la bonne ou la mauvaise réforme, alors que pour moi, le bon débat devrait être, mais quelle est l'absurdité de penser qu'on peut faire une réforme unique pour tous les territoires ? On est dans une telle absurdité qu'il n'y a pas eu sur un seul plateau de télévision poser cette question à Mme Belkacem, comment pouvez-vous penser faire la réforme pour tous les collèges de France ? Donc on n'aura jamais cette folie-là, en pensant que probablement la réforme de ce qu'il faut faire dans un collège d'une commune rurale versus une ville du sud-ouest ou une ville bretonne, parce que les études culturelles ne sont pas exactement les mêmes, ou le centre de Paris, la réponse ne doit pas être la même, parce que peut-être là, il y a des clubs de sport, peut-être que là, il y a plus de retraités qui sont prêts à donner un coup de main, que le profil du professeur n'est pas tout à fait le même, etc., etc. Je vais vous prendre un exemple de système qui aujourd'hui a échappé à l'éducation nationale. Ce sont nos lycées agricoles, qui historiquement dépendent du ministère de l'Agriculture. L'innovation pédagogique est énorme parce qu'on a eu confiance. On a fait confiance. Et c'est une de nos meilleures écoles de la deuxième chance sur notre territoire. Il y a énormément aujourd'hui de lycées agricoles que j'ai vus qui partent faire des classes vertes en début d'année, pendant une semaine, pour faire une batterie de tests, créer un esprit de promotion, et puis ensuite faire des classes vertes pour qu'on revienne au bout d'une semaine avec, à la carte, pour chaque élève, un programme de remise à niveau, en sachant en maths quels sont les trous, en français quels sont les trous. Tout ça, ça naît dans un système qui n'est pas contrôlé par le centre, où on fait confiance aux enseignants. Alors, on va revenir sur la présidentielle. Il y a plusieurs personnes là qui nous demandent si vous vous situez à droite ou à gauche. C'est une question quand même classique. Oui, et elle est complètement légitime, puisque jusqu'à présent, ça a toujours fonctionné comme ça. Bien sûr. Le mouvement Les Citoyens, c'est ni à gauche ni à droite, c'est en face des partis. On veut un changement de méthode. Pour nous, ce changement de méthode, par les territoires, par les citoyens, par les faiseux, les gens qui font, c'est bien plus fondamental que nos différences. Ce qui veut dire que dans notre mouvement, il y a des gens qui viennent de la gauche.
Il y a des maires qui viennent de la gauche, il y a des maires qui viennent de la droite, des citoyens qui viennent de gauche, de droite. On ne leur demande pas de quitter leurs valeurs. On leur demande de rester complètement ce qu'ils sont, parce qu'ils sont sincères. Mais en revanche, on leur demande d'être d'accord avec ce changement de méthode et puis l'esprit de bienveillance. Toujours. Oui. Alors, qu'en est-il des parrainages? Il en faut quand même 500 là pour continuer. Alors, les parrainages, c'est très simple. C'est très simple. Il va y avoir deux leviers. D'abord, vous qui nous écoutez, si vous pensez que ça doit exister, vous allez voir les maires des petites communes, pas des grosses communes qui sont encartées, tenues par leur parti. Vous allez voir les maires indépendants des petites communes et vous leur dites, est-ce que vous voulez soutenir les citoyens? Les citoyens. Est-ce que vous voulez soutenir la ruralité? La ruralité, nos communes, faire repartir le pays. Pour l'instant, vous, petits élus, vous ne comptez pas. Donc, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'une candidature porte la question des territoires face à des partis centralisateurs? Donc, c'est les citoyens qui vont aller chercher vos parrainages. Et vous les soulignez, vous les signalez, pardon, sur la page Facebook ou sur le site lescitoyens1.fr. Donc, soyez acteurs. Ce n'est pas nous qui allons faire. Il faut que cette candidature soit construite ensemble. Sinon, ça n'aura pas de sens. Et puis ensuite, les associations de maires ruraux sont en train de se mobiliser. Parmi les 13 premiers parrains, il y a 7 ou 8 présidents d'associations départementales des maires ruraux qui vont en parler aux autres maires. En fait, on se prend en main. Ce n'est pas un mouvement auquel vous assistez. C'est un mouvement dont vous êtes acteur. Et c'est difficile de recueillir les parrainages là pour l'instant? Je pense que la révolte territoriale nous sera favorable. Je pense qu'il y aura de plus en plus de maires issus de cette ruralité absolument méprisée. Quand je dis méprisée, les gens là qui nous écoutent, est-ce que vous savez que ce qu'on verse par individu, ça s'appelle la dotation globale, à une mairie, c'est 50% dans une mairie rurale et 100% dans une mairie urbaine. C'est-à-dire que ça veut dire que les gens des campagnes valent la moitié des gens des villes. Ils valent la moitié aux yeux de l'État français. C'est normal que les élus locaux soient furieux. C'est absolument... c'est scandaleux au regard des valeurs de la République. L'égalité n'existe pas. Donc c'est vrai que cette révolte de la ruralité, on la porte. Mais avec fierté. On veut que le pays redémarre par le fond du pays, par les gens, par les communes et par les communes. Si jamais vous ne parvenez pas à vous présenter concrètement à la présidentielle, est-ce que vous serez peut-être obligé d'en discuter avec les membres de votre mouvement et peut-être à pencher plus pour un candidat ou un autre? Est-ce que vous avez déjà en tête quelqu'un qui porte un peu les valeurs que vous défendez? Tous sont des jacobins. Tous sont des centralisateurs, pour être plus précis. De l'extrême gauche à l'extrême droite, ce sont les héritiers de ce centralisme. Donc on a un véritable problème de méthode avec eux. C'est pour ça qu'on se lève. Et on vous demande de faire votre part. Parce que si vous pensez que changer d'énarque va régler les choses, on est fou si on croit ça. Tout le monde sait bien que ça ne change rien. Et tout le monde sait bien que si on file par les extrêmes, la malveillance s'installera en France, les logiques de conflit, les logiques d'affrontement s'installeront en France. Et puis surtout, quel déshonneur. Quel déshonneur. Donc on a encore cette possibilité d'être acteur. On est à 5 mois, on peut faire pencher la balance. Ça ne dépend pas de moi, ça dépend individuellement de chacun. Et je pose vraiment cette question. Si dans 5 mois, vous voyez un résultat qui vous paraît effarant devant votre écran de télé, est-ce que vous ne direz pas, tiens, mais pourquoi on n'a pas agi avant? Avant, c'est maintenant, c'est tout de suite, c'est au moment où je vous parle. Donc, vous pouvez aller sur lescitoyens1.fr, vous vous inscrivez, vous faites votre part. Moi, j'ai fait la mienne. Je ne peux pas faire tout. Robert a fait la sienne. Pour compléter, finalement, il y a eu, je crois, c'est 4 millions de Français, si je ne me trompe pas, qui ont versé 2 fois 2 euros pour avoir un candidat qui n'a prononcé jamais le mot de territoire et de citoyen. C'est absurde de penser qu'il y ait quelques millions de Français qui se lèvent maintenant pour verser 2 euros pour rejoindre un mouvement politique qui s'appelle Les Citoyens, pour que les territoires et les citoyens comptent
et que l'élection de 2017 soit vraiment différente. C'est absurde à ce point-là, parce qu'avec 2 euros, on peut adhérer aux citoyens. Et avec 2 euros, rien ne sera pareil après. Alors, il y a Tess qui s'inquiète si jamais, justement, ça ne va pas au bout, cette candidature à la présidentielle. Tout ça va disparaître. Votre mouvement n'aura servi à rien. Non, parce que c'est de toute façon une révolution culturelle. C'est-à-dire que je pose cette question à tout le monde. Est-ce qu'on est prêt à devenir acteur? Est-ce qu'on s'accorde cette importance-là? Parce qu'en fait, le fond du problème, c'est ça. C'est qu'on a été habitué à une logique de soumission devant les partis, devant un État central. Est-ce que culturellement, on reste coincés tous, là, nous tous, hein, dans l'idée qu'au fond, on n'est pas légitime, nous les citoyens? Le problème de la citoyenneté, c'est un problème de confiance en soi face aux politiques. Est-ce que c'est pas un problème de compétence? Dans la société, toutes les compétences existent. Donc, c'est un problème de confiance en soi. Et donc, l'œuvre des maisons des citoyens et maintenant du mouvement Les Citoyens, c'est aussi d'accompagner cette reprise de confiance en soi des gens de notre pays. Et ça, c'est plus fondamental qu'une élection, parce que ça touche à la vitalité profonde d'un pays. Donc, c'est ça qu'on porte. Faisons notre part, pendant qu'on peut. Vraiment, pendant qu'on peut. En fait, j'ai confiance dans les gens. J'ai véritablement confiance. Parce que ça fait des années que je me promène, que je participe à des cafés partout dans le territoire. Nous avons une partie haute. Mais on a été élevé dans un système où on n'a pas appris à faire confiance aux autres. J'adore lorsque tu rappelles qu'au fond, à l'école, on nous engueule quand on parle avec son voisin, au lieu de coopérer avec son voisin, au lieu d'avoir confiance dans son voisin. Donc, c'est ça dont on est porteur. À l'école, on nous dit « tais-toi » et on nous dit « surtout, ne parle pas avec ton voisin ». C'est tout l'inverse de ce qu'il faut faire au niveau de la société. On veut des citoyens qui ne se taisent pas et on veut des citoyens qui travaillent ensemble. Donc, parler avec son voisin, c'est ce qu'il faut faire. Et se lever, c'est ce qu'il faut faire. Et donc, notre éducation nous a contre-éduqués, en fait. Donc, tout à l'heure, on parlait de l'éducation. Je pense que c'est un des chantiers Bon, bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Peut-être 1000 choses, en fait. Allez voir sur le site lescitoyens1.fr. Allez voir le programme cadre sur la page Facebook Les Citoyens. Mais surtout, ne soyez pas spectateurs. Regardez pas en disant « Ah, soyez acteurs ». Voilà, donc Nisrine qui demande si vous avez l'intention de créer des postes de profs, bah, il faut peut-être aller faire cette suggestion et en débat. Dans le programme cadre. Dans le programme cadre. Voilà, sur le site lescitoyens1.fr. Souvent dans les discussions, il y en a qui disent « Ah oui, mais moi je viendrai si ce mouvement est exactement comme je veux qu'il soit. » Bah, il y a une autre attitude, c'est que si vous avez envie qu'il soit comme vous avez envie, à partir de vos idées, rejoignez-le pour le transformer et faire qu'il corresponde à vous. Donc effectivement, c'est un changement complet d'habitude. On a l'habitude d'avoir des partis qui viennent avec des produits complètement fermés, à prendre ou à laisser. Donc c'est un changement complet de éthique par rapport à ce qu'on propose. Ben venez et changez les choses avec nous. Bon, bah, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Et puis peut-être à bientôt justement pour la suite des abonnements. Il y a beaucoup de... C'est ça le principe. En fait,